listen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour ce dernier jour du salon SITL. Alors, on va parler d'un sujet qu'on va essayer de rendre pas trop anxiogène avec mes deux intervenants de choix aujourd'hui. Supply chain, comment opérer dans la crise permanente. Nous sommes en plein dedans. Les turbulences se succèdent, elles se superposent. Comment, dans ce contexte-là, bâtir une supply chain résiliente, fiable, capable de s'adapter en continu? Alors, je ne sais pas si on va vraiment pouvoir répondre à tout cela, mais en tout cas, on va essayer avec Stéphane Navarra, qui est président de l'association France Supply Chain, et avec le général Fabrice Féola, qui est commandant du Centre du soutien des opérations et des acheminements, donc on va dire CSOA, ce sera plus rapide. Bonjour messieurs. Bonjour Lorraine, bonjour mon général. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors pour démarrer, une petite question de lancement. Qu'est-ce qu'on entend par crise permanente ? C'est quoi une crise ? C'est quoi une crise permanente ? Est-ce qu'on est réellement aujourd'hui dans une crise permanente ? Je laisse le plus téméraire se lancer. Je ne sais pas si je suis le plus téméraire. Alors oui, on est dans une crise permanente parce que les crises se succèdent les unes aux autres. Pour ce qui est du Centre du soutien des opérations et des acheminements, si on veut faire une très rapide rétrospective, évidemment, on est engagé dans la crise actuelle au Proche et Moyen-Orient. Très récemment, on a été engagé l'année dernière sur les suites du cyclone Chido sur Mayotte, où nous avons projeté de l'aide humanitaire dans ce département français. Cette gestion de crise était concomitante à un désengagement rapide de la bande sahélo-saharienne, notamment du Tchad, qui a été un véritable défi logistique sous très fortes contraintes temporelles. Et juste auparavant, nous avions des crises comme la crise sécuritaire en Nouvelle-Calédonie. Donc oui, vu des armées, nous sommes dans une succession de crises qui peut s'apparenter en fait à une crise permanente. Et lorsqu'il y a, je dirais, un espace, un temps de respiration entre deux crises, eh bien, on planifie ce qui pourrait se passer pour autant qu'on le devine. Alors ça, c'est la vision armée, mais la vision... Oui, mais heureusement privé, qu'on peut entre- compter sur l'armée justement sans pour eux, c'est gérer compliqué. nos Oui. crises et pouvoir avoir du business grâce à la protection de nos armées. Donc merci mon général et merci à toutes les forces armées. Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment de crise permanente, parce que des crises, il y en a eu depuis longtemps. On ne va pas refaire l'histoire avec le premier choc pétrolier, puis l'ensemble des événements qui ont succédé à cette première crise. Mais par contre, c'est vrai qu'on a l'impression en ce moment qu'il y a une accélération des événements, une accélération des crises. Ça remonte plus récemment avec la guerre en Ukraine, qui a fait beaucoup de disruptions, avec la crise du canal de Suez, avec les menaces Houthis qui ont demandé de reconfigurer un certain nombre de transports, en ne passant plus par le canal de Suez, en passant par le cap de Bonne-Espérance, qui rallonge, qui coûte plus cher. Plus récemment, un événement qui est arrivé début d'année 2025, qui a beaucoup perturbé quand même, on va dire, nos business, avec l'arrivée de M. Trump aux États-Unis, qui a été quand même aussi un accélérateur. Et on l'a vu avec les sujets de droits de douane, qui obligent à avoir un certain nombre de réactions. Donc tout ça, si vous voulez, a conduit à dire que ces accélérations nécessitent d'avoir des réponses. Et j'imagine qu'on va en parler aujourd'hui à Lorraine. Et dans ce cadre-là, et avant la crise plus récente du Moyen-Orient, on avait organisé en janvier à France Supply Chain une table ronde avec un certain nombre de chercheurs d'universités, d'écoles françaises et avec un certain nombre de professionnels de la supply chain, membres de France Supply Chain, pour parler de géopolitique et de l'implication sur la reconfiguration des supply chains. Et c'est vrai qu'on préfigurait un petit peu un certain nombre de questions qui sont survenues dans le dernier mois avec la crise au Moyen-Orient, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces événements, ces accélérations nécessitent de repenser, de revoir nos modèles, de penser résilience et de penser à solutions, anticipation, mais aussi
comment améliorer de manière durable la résilience pour ne pas être sujet à des perturbations importantes quand il y a des crises. Alors effectivement, on va parler solutions. Avant cela, je voudrais qu'on revienne sur les impacts que ce que vous venez d'énumérer respectivement, toutes ces crises, quels ont été leurs impacts, alors tant sur la supply chain des entreprises que sur le fonctionnement du CSAO et puis au niveau mondial, avec votre vision à vous très large. Alors, ces crises, le premier impact, c'est qu'elles nous forcent, elles nous obligent à nous organiser, à nous réarticuler, évidemment, dans l'urgence. Une des caractéristiques, ce qu'on évoquait il y a quelques instants, des opérations militaires, c'est que, en tout cas, lorsque des crises surviennent de manière impromptue, c'est qu'on ne sait pas où elles surviennent et on n'a pas, je dirais, de ligne d'approvisionnement, de ligne de déploiement préétabli. On a un certain nombre de circuits logistiques qui existent, sur lesquels on peut s'appuyer, mais en règle générale, la crise nous oblige à improviser, à bâtir ce réseau de lignes de déploiement puis de soutien dans le temps. Ça implique donc d'avoir des moyens extrêmement réactifs. C'est toute la vocation des moyens de déploiement, des moyens de projection, des moyens logistiques des armées, mais ce n'est qu'un socle sur lequel s'appuie une capacité plus massive, une capacité à durer, une capacité à projeter davantage de volume. Et cette capacité, elle est offerte par la base industrielle de soutien et de défense, donc en fait les entreprises de transport, les entreprises de logistique. Ce qui implique d'avoir des liens très serrés avec ces entreprises avec lesquelles on a des contrats et également d'avoir des contrats adaptés à ces pics d'activité et à ces temps de réaction très faibles. Voilà, c'est l'impact principal, je dirais, sur notre dispositif. Oui, je suis tout à fait d'accord. En général, la réactivité et la réponse à apporter, c'est effectivement la première priorité. Alors, au niveau des sociétés, il est clair qu'avant même les matières, les approvisionnements, la supply chain, la première priorité, notamment récemment dans la crise du Moyen-Orient, c'était la sécurité des personnes. Parce que dans la supply chain, on a beaucoup de personnes qui peuvent être présentes localement. Donc je sais que nos adhérents, nos sociétés ont eu beaucoup d'actions pour rapatrier très rapidement, via des moyens sûrs, les personnes qui étaient dans la zone de conflit. Ça, c'est la première priorité. Et on a laissé sur place, nos adhérents ont laissé sur place seulement les personnes vraiment strictement nécessaires pour assurer la continuité des activités. Après, bien sûr, il faut mettre en place des moyens pour perturber le moins possible les livraisons des sociétés, l'activité des sociétés. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il y a des producteurs dans la zone. Si je prends l'exemple de la zone du Moyen-Orient, il y a des producteurs qui peuvent produire des pièces, des services, des logiciels qui sont très importants pour nos entreprises. Et il faut assurer des moyens qui permettent de pas disrupter complètement les supply chains. Je sais que beaucoup de nos sociétés ont travaillé beaucoup sur ces sujets-là, des fois en urgence, c'est vrai, via des canaux divers et variés. Les transports aériens, par exemple, du Bahreïn n'étaient plus faisables. Donc il y a eu des réorientations avec des transports routiers, évacuation par Riyad, par exemple, pour avoir toujours les livraisons dans les temps. Après, il y a aussi des pays dans cette zone-là qui ont des besoins d'être livrés eux-mêmes. Et de la même façon, la sécurité des transports, c'est quelque chose qui a été très important. Cela étant, il faut regarder un petit peu plus loin aussi que juste la réponse rapide et la réactivité. Et la question, c'est « et après ?» Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'analystes qui font différents scénarios. Est-ce que ça va durer peu de temps? Alors si on écoute M. Trump hier soir, enfin cette nuit, c'est fini dans 2 semaines. Bon, c'est le premier scénario. C'est vrai qu'il y aura un peu moins de perturbations si c'est ça. Mais en travaillant avec plusieurs analystes, des banques aussi, il y a 2 autres scénarios. Quelque chose qui dure un peu plus longtemps et quelque chose qui dure très longtemps. Et il faut qu'on arrive à mettre en place les réponses. Je sais que les entreprises travaillent sur ces sujets-là, parce qu'il y a des entreprises qui, par exemple, s'engagent sur des contrats à long terme. Donc, il faut pouvoir prévoir les coûts. Il faut savoir prévoir qu'est-ce qu'on va faire si la crise perdure. Et il y a des solutions à mettre en place pour prévoir tout ça. Alors après, nul n'est devin, mais il faut être prêt. C'est le sujet. Et j'imagine dans l'armée aussi, c'est le sujet d'être toujours prêt. Oui,
Et il faut être prêt en équipe, notamment avec les entreprises sur lesquelles on s'appuie pour réaliser ce que j'expliquais il y a un instant, ces flux massifs. Si je refais juste un tout petit pas en arrière, nos moyens patrimoniaux, donc les moyens propres aux armées, nous permettent de la réactivité et nous permettent effectivement d'intervenir dans des zones qu'on qualifie de zones de menace. Mais on le sait tous, il y a des destinations, il y a des points d'appui qui sont en fait dans des zones grises et sur lesquelles on a besoin de s'appuyer sur des entreprises civiles. Et en fait, moi, ce que je remarque à travers les crises qu'on a pu avoir à gérer et celles qu'on gère actuellement, c'est que le plus important, c'est de maintenir un véritable fil de confiance avec ces entreprises pour savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, puisque ces entreprises ont des collaborateurs, des employés envers lesquels elles ont des responsabilités, notamment en termes de sécurité. Et ce qui est tout à fait normal. Et on doit être vraiment, je dirais, très proche, très lié à ces sociétés, avoir ce fil de confiance vraiment très fort pour qu'on échange des renseignements, des appréciations de situation, afin de savoir si on fait ou on ne fait pas cet acheminement. Ça, c'est vraiment primordial. C'est ce que moi, j'ai tendance à englober dans une notion de command and control, c'est une notion un peu militaire, mais de command and control de cette base industrielle de soutien et de défense, avec ses caractéristiques propres, dont, une fois de plus, le lien de confiance est un élément vraiment socle. Vous réalisez des exercices, des cas concrets, non vous m'en avez parlé, si vous pouvez... Oui, alors exactement. Aujourd'hui, on est dans une situation où, conformément aux déclarations publiques du chef d'état-major des armées et puis du chef des armées également, nous devons nous préparer à un choc qui pourrait avoir lieu en Europe d'ici quelques années. Donc ce choc engendrerait des besoins en termes de déploiement tels qu'on ne les a pas vus depuis très longtemps, en particulier sur notre continent. Pour le CSOA, l'objectif, c'est donc d'être capable de mobiliser sa base industrielle de soutien de défense, donc les entreprises avec lesquelles on a des contrats et les entreprises avec lesquelles on devrait contractualiser ces acheminements et ces déploiements. Et rien de tel qu'effectivement, au-delà du partage de la connaissance, de la compréhension de la situation, de la compréhension des besoins des armées, de la compréhension des ressources et des limites des entreprises, eh bien, il faut passer à un stade supérieur. C'est ce qu'on a fait cette année avec notre exercice Excalibur, qui nous a permis de travailler ensemble, de s'entraîner, d'aller donc plus loin dans la mise en œuvre de moyens, mais au-delà de ça, dans la connaissance presque intime des acteurs. Et ça, cette connaissance, cette habitude qu'il faut qu'on prenne de travailler ensemble en situation dégradée, c'est ce qui fera la différence lorsqu'il faudra faire face à un pic de besoins en conditions d'engagement majeur, par exemple. Aujourd'hui, vous l'avez évoqué, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez justement pour avancer, pour améliorer dans cette capacité à faire preuve de résilience, à vous projeter? Qu'est-ce qui peut apparaître comme un frein ou un écueil? Le frein principal auquel on est confronté en termes de mobilité militaire, en particulier en Europe, c'est la perte de mémoire et je dirais un cadre trop rigide. Alors je m'explique. La perte de mémoire, nos prédécesseurs, au moment de la guerre froide, avaient une excellente connaissance des réseaux, des corridors de communication, des corridors de mobilité sur toute l'Europe. Ils s'y entraînaient, ils faisaient partie de forces armées dimensionnées également pour pouvoir prendre en compte toutes ces problématiques qu'on a oubliées. C'est ça que j'appelle la perte de mémoire. On a oublié les fondamentaux de la mobilité militaire sur notre territoire et en Europe. Et pour retrouver, je dirais, ces fondamentaux, pour fluidifier nos mouvements, eh bien, il faut non pas qu'on lutte, mais en tout cas qu'on adapte un certain nombre de normes. C'est ce qu'on appelle,
c'est une formule hein, qui résume assez bien, même si elle n'est évidemment pas tout à fait exacte, le Schengen militaire. Donc c'est ce vers quoi on doit aller. La Commission européenne s'en est saisie avec l'abaissement de certaines exigences, notamment en termes d'obtention d'autorisation, donc en termes de délai d'obtention d'autorisation de transit, avec la mise en place d'infrastructures, avec la mise en place de systèmes d'alerte. Voilà, ça c'est le principal frein aujourd'hui à notre capacité. Au-delà même de l'accès aux ressources, c'est cette rigidité de la mobilité militaire sur le territoire européen, mais on est en train d'y travailler, on est en train de le résoudre parce que la prise de conscience, elle est de la menace et des besoins, elle est globale et elle est au niveau de l'Union européenne également. Si on fait le parallèle avec le monde privé. Bien, donc, grâce au général, on a parlé de la guerre militaire, mais il y a d'autres guerres et qui impactent nos entreprises. La guerre commerciale, et c'est vrai que beaucoup de nos adhérents, on va dire, souffrent ou ont des impacts liés à ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine, par exemple. La guerre des douanes aussi, hein, puisque on parle toujours de M. Trump et des droits de douane aux États-Unis. Bon, il ne faut pas regarder si loin que ça. Les évolutions des douanes en Europe aussi occasionnent beaucoup de changements. Et certains de nos adhérents ont mentionné les millions d'euros qu'ils dépensaient pour s'adapter et pouvoir être conformes à la législation à venir. Et on parle, dans certains cas, de centaines de millions d'euros. Donc ces guerres-là aussi, c'est des guerres qui sont moins critiques, moins dramatiques, mais dans lesquelles il faut se battre pour nos sociétés, parce que la supply chain dans tout ça, c'est un peu ce qui fait que ces entreprises vont continuer à pouvoir satisfaire leurs clients, livrer leurs produits, continuer à se développer. Donc il y a beaucoup de travail à faire sur ces sujets-là pour s'adapter potentiellement aux évolutions de ces crises. Alors, un des sujets de fond, c'est ce qu'on appelle la résilience de la supply chain. Comment on fait pour être moins dépendant d'un point d'échec, un single point of failure, comme on dit en anglais, et pouvoir arriver à continuer à livrer nos clients et nos différents partenaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, avec la globalisation, ça a conduit à mettre en place des supply chains qui sont assez internationales, assez complexes, avec des fournisseurs des fois de rang 7, 8, 9, 10, qui livrent peut-être des fournisseurs de rang 2 ou 3. Et en final, un seul fournisseur de rang 7 peut impacter beaucoup de fournisseurs de rang 1. Donc comment faire pour arriver à augmenter la résilience? Alors il y a beaucoup de sociétés qui travaillent sur le sujet pour essayer, et c'était un des thèmes d'ailleurs de notre conférence, notre table ronde en janvier sur la géopolitique, relocaliser. Relocaliser, ça permet de diminuer la complexité de la supply chain globale, ça permet de s'affranchir dans certains cas des droits de douane aussi, et ça permet d'être moins dépendant des disruptions qui peuvent venir de par les différents événements extérieurs. Ça, c'est un sujet important. Nos adhérents automobiles travaillent beaucoup aussi sur les doubles sources, les triples sources pour les différents produits utilisés dans la supply chain. C'est aussi un des moyens de se reconfigurer si un jour il y a un événement qui arrive. Donc d'être moins sensible, moins sujet à des impacts importants d'événements extérieurs. Donc il y a beaucoup de sujets dans le domaine, et si on veut rentrer un peu dans le sujet un peu pratique au niveau de la supply chain, aujourd'hui avec l'évolution du monde, il y a un atout gigantesque que les sociétés utilisent de plus en plus, et c'est un des sujets d'ailleurs sur lesquels à France Supply Chain on a ce qu'on appelle un lab, un laboratoire, c'est un groupe de travail qui produit du contenu, c'est le digital. Aujourd'hui, l'évolution des sociétés, les moyens technologiques, il y en a beaucoup sur ce salon, comme on a pu le voir dans les 2 derniers jours. Il y a beaucoup de solutions technologiques qui existent. Et d'une certaine façon, maintenant, on a trop d'informations. Il y a tellement d'informations, en interne, en externe. Et donc le sujet, c'est comment traiter ce digital. De la même façon, à France Supply Chain, on a lancé, dans le cadre de la réflexion digitale, une réflexion sur les cas d'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que quand vous avez beaucoup de données, c'est un des moyens d'arriver à traiter ces données, à générer des signaux qui sont pertinents, parce que sinon, vous courez après tous les signaux. Il peut y avoir un événement ici, un événement là, et arriver à en faire des éléments exploitables pour les entreprises pour
prévenir, anticiper et réagir si nécessaire quand il y a des événements. Donc il y a beaucoup de choses à faire effectivement pour essayer de prévenir et de se préparer aux guerres à venir, qu'elles soient militaires ou autres. Alors je rebondis sur ce que vous évoquiez sur les crises économiques. Alors, moi, je ne hiérarchiserai pas les crises parce que pour pouvoir faire face à une crise sécuritaire, à une menace majeure, on aura besoin de se déployer. Et pour se déployer, on aura besoin d'entreprises. Et ces entreprises, il faut qu'elles existent. Donc il faut qu'elles aient survécu aux crises économiques que vous évoquiez. Et en fait, moi, je n'ai pas de responsabilité, je dirais, dans ce domaine, mais j'ai quand même des inquiétudes, parce qu'il faut qu'il y ait des modèles économiques qui soient viables, et que ces entreprises, en particulier, pour nous garantir une certaine indépendance des entreprises plutôt nationales, soient suffisamment fortes, soient suffisamment bien armées pour être en mesure d'absorber le choc que nous-mêmes absorberions et que nous-mêmes transmettrions à ces entreprises. Et puis une réaction également sur le numérique. Évidemment, le numérique, c'est la colonne vertébrale de nos acheminements stratégiques également. Moi, j'ai deux ou trois points particuliers sur le numérique. Le premier d'entre eux, mais il est commun avec l'ensemble des utilisateurs de systèmes numériques, c'est la sécurité, puisque c'est la colonne vertébrale de nos acheminements. Évidemment que c'est aussi un point de fragilité. Donc la sécurité de nos systèmes propres au sein des armées, mais également des systèmes sur lesquels les entreprises avec lesquelles on contractualiserait nos déploiements, nos acheminements sont protégés. Ça, c'est peut-être le premier point, l'interopérabilité. L'interopérabilité entre nous, ministère des Armées, nos propres systèmes d'information logistique, les systèmes de nos alliés, mais également les systèmes des entreprises sur lesquels on s'appuierait. Et puis, peut-être un point qui rejoint celui que vous évoquiez dans la masse d'informations. Alors, moi, je le réduirais, en tout cas en ce qui me concerne, à la convivialité. Sur nos propres systèmes d'information logistique, on a rien qu'à l'échelle des armées françaises, près de 10 000 opérateurs qui utilisent le même système. 10 000 opérateurs qui ont des niveaux de maturité et de compétences sur ce système qui sont très différents, si ce sont de purs logisticiens ou si ce sont des logisticiens de circonstance, je dirais. Et moi, une de mes grandes craintes, c'est qu'au moment du passage à l'échelle d'un déploiement majeur, eh bien, nous soyons saturés d'informations parasites dues à une mauvaise utilisation du système ou par un manque d'habitude, d'entraînement et de compétences, finalement, de personnel qui seraient, comme je le disais à l'instant, des logisticiens de circonstance qui sont avant tout des guerriers, mais qui auraient besoin pour leurs unités, d'assurer leur part de déploiement, de soutien, et qui peut-être encombreraient notre système sur des informations qui seraient à reprendre dans des phases plus aval du dispositif. Et là, on n'aurait même pas besoin que nos compétiteurs, finalement, nous sabotent. On se serait tiré une balle dans le genou tout seul, en fait. Voilà. Oui, c'est un sujet très très important parce qu'effectivement, avec toutes ces données, toutes ces tonnes d'informations que l'on a, effectivement, le sujet de la protection et de l'organisation des données est aussi très important. Alors, à France Supply Chain, aussi, dans le cadre de notre lab digital, on a bâti, grâce aux différents adhérents qui ont travaillé ensemble, des grilles pour évaluer la maturité de nos structurations de données. C'est quelque chose d'important. Ça permet après d'en déduire des plans d'action pour bien organiser les données. Parce que c'est vrai qu'on peut mettre ce qu'on a envie, de l'intelligence artificielle ou des systèmes. Si vos données ne sont pas organisées de la bonne façon, après,
Vous savez, les données impropres en entrée, sans dire le gros mot en anglais, les données impropres en sortie, sans donner toujours le gros mot. Donc ça, c'est un sujet très important. La cybersécurité aussi, avec la venue du Cyber Resilience Act, par exemple, en Europe. J'en parlais hier avec un grand constructeur aéronautique, sans donner son nom, sur son site. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il faut que les entreprises soient conscientes des enjeux à venir. On parlait des douanes tout à l'heure, mais la conformité sur le Cyber Resilience Act, on peut le considérer comme quelque chose d'administratif, mais c'est quelque chose de très opérationnel aussi, pour se protéger justement, pour ne pas être attaqué dans la guerre militaire ou dans la guerre commerciale, parce que c'est le même sujet. Quand on a accès à des données, on l'a vu récemment avec ce qui s'est passé avec Anthropic, dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça va très vite, les pertes de données, et puis les destructions de certains business models qui peuvent en découler. Donc tout à fait d'accord. Je pense que c'est un domaine dans lequel, effectivement, les industries et l'armée se rejoignent. Alors, depuis tout à l'heure, on fait des parallèles entre vos deux mondes. L'une des bases, l'un des socles fondateurs de France Supply Chain, c'est la collaboration d'acteurs réunis autour d'un même sujet. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer encore davantage de collaboration entre les mondes civils et militaires, et notamment autour de tous les sujets qu'on vient d'explorer ensemble ? Alors, en perpétuant ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire des surfaces d'échange, des moments de partage, et le SITL est une formidable opportunité déjà de pouvoir s'exprimer devant un panel diversifié, en se connaissant également entre le ministère des Armées et les grandes entreprises de manière un peu plus intime, c'est-à-dire en se rencontrant et en patiemment, en répétant les messages, toujours les mêmes, mais en les partageant, le besoin des armées, le contexte, dans quelles circonstances on imagine qu'on aurait à collaborer, quelles sont les ressources, les limites, les offres, les idées des entreprises. Et puis après, en participant à ces exercices qu'on évoquait tout à l'heure. Donc la première édition, c'était cette année. Elle a rassemblé un certain nombre d'entreprises qui sont sous contrat avec le ministère des Armées ou pas d'ailleurs, en tant que joueurs, d'autres en tant qu'observateurs. Et l'idée après, c'est de débriefer cet exercice le plus largement possible. C'est comme ça qu'on se connaîtra le mieux, et qu'on sera le mieux à même d'intervenir. Et puis il y a un dernier point sur lequel il faut qu'on travaille. Le travail est en cours, notamment avec les spécialistes de la contractualisation au sein du ministère des Armées. Et je les cite, je les vois, ils sont au fond de la salle. Ce sont les spécialistes de la plateforme affrètement transport du service de commissariat des armées, avec lesquels on est en binôme. Nous prescrivons le besoin, on dit ce dont on a besoin. Eux le traduisent de manière juridique et contractuelle. Et avec cette plateforme affrètement transport, on travaille, on réfléchit à la nature de contrats qui nous permettrait d'avoir un accès garanti à certaines ressources. Alors je ne dis pas que le ministère des Armées les mettra en œuvre, mais en tout cas, on doit s'y préparer. Après, il y aura des arbitrages, voilà, il y a des contraintes financières, il y a des décisions qui seront à prendre. Mais nous, notre responsabilité conjointe CSOA, PFAT, c'est bien d'avoir exploré ces solutions, d'avoir sondé le marché et de proposer au commandement de l'état-major des armées des solutions qui seront une fois de plus adoptées ou pas. Mais nous, notre objectif, c'est au-delà de contrats qui nous permettent de payer des prestations physiques, c'est d'investir, c'est d'avoir une sorte d'assurance. Parce qu'il faut, peut-être qu'on le développera après, mais il faut aussi en avoir parfaitement conscience, et je pense que tout le monde en est très conscient, c'est qu'en cas d'engagement majeur et en cas de pic de besoin, ce pic de besoin se ferait ressentir dans tous les domaines de notre société. Dans le domaine industriel, dans le domaine de la santé, tout le monde aurait un pic de besoin parce que notre société se réorganiserait. Et là, je ne parle même pas de nos alliés qui auraient à traverser notre territoire et qui devraient s'appuyer sur des entreprises de transport.
Oui, la collaboration, c'est clé. Hein, mon général, vous avez tout à fait raison. Et c'est le principe, comme Lorraine le rappelait, de France Supply Chain. France Supply Chain, c'est une association. Donc la collaboration se fait de plein gré, on va dire, tout en respectant la confidentialité et le respect des échanges non compétitifs. Ça, c'est une clé de voûte de France Supply Chain. La collaboration déjà au niveau français, et puis, et ça c'est un des leviers stratégiques qu'on vient de lancer et renforcer dans l'association, c'est la collaboration à l'international aussi. On avait déjà des chapitres, des chapters, comme on le dit, à l'international, que ce soit aux États-Unis, que ce soit Singapour, Shanghai. On vient de relancer la coopération en Inde et on va se développer de plus en plus sur ces sujets-là pour permettre justement ces échanges et la réflexion en commun, encore une fois dans le respect de la compétitivité, mais permettre petit à petit de mûrir le domaine de la supply chain qui est très critique, hein, qui est très critique pour les entreprises quand on rentre dans des environnements tels qu'on vient de les mentionner depuis le début de cet échange, où effectivement le sujet c'est plus trop l'investissement ou on va dire la prise de commande, mais c'est d'arriver à savoir livrer et savoir continuer l'activité. Et je pense qu'effectivement, comme vous posiez la question Lorraine, peut-être qu'il y a des choses à faire en plus avec France Supply Chain et l'armée. Donc je serais très content qu'on ouvre une discussion sur le sujet parce que je suis certain que tous nos fiers collègues de l'armée auraient des choses à découvrir à France Supply Chain. Je vous invite à en discuter. Ça tombe bien, on a des membres permanents de l'association avec nous aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a des échanges. Alors, on comprend encore plus l'aspect confidentialité pour l'armée, c'est clair. Donc, les échanges devront être peut-être restreints à un certain nombre de sujets, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. La supply chain dans l'armée, c'est aussi très important. Non, mais j'en suis absolument, convaincu. Le croisement d'expérience est forcément salutaire, donc totalement disposé. Alors, je remets un peu d'anxiété. Pardon. Non, mais vous disiez tout à l'heure qu'il fallait se tenir prêt. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a les moyens technologiques, humains, organisationnels, financiers? Est-ce qu'on est prêt si demain le pire arrive? Alors, l'horizon a été fixé hein, par le chef des armées et le chef d'état-major des armées. Hein. Il est à l'horizon 2030. C'est le moment où il faudra, alors c'est demain, c'est le moment où il faudra être prêt. Alors oui, on sera prêt. C'est ce à quoi on travaille, au quotidien. Mais moi, je suis extrêmement confiant. Le règlement de l'Union européenne auquel je faisais allusion il y a quelques minutes sera en vigueur à la fin de l'année 2026. Ce règlement donnera, je dirais, un cadre pour la mobilité militaire, un cadre réglementaire, donc applicable à l'ensemble des États. À l'intérieur de ce cadre, la coordination sera réalisée par l'OTAN. Et en cela, on s'y prépare également. Et le CSOA a des responsabilités en tant que ce qu'on appelle NMCC, pour National Movement Coordination Center, c'est-à-dire que c'est l'organisme correspondant d'un organisme central au niveau de l'OTAN qui fluidifiera l'ensemble des mouvements de transport, de déploiement, de supply chain au niveau européen. Donc nous serons totalement opérationnels à l'été 2026. Donc on est monté en puissance, on se prépare. Et comme je l'évoquais, on se met en mesure d'être capable de mobiliser notre base industrielle de soutien et de défense. Et donc on disposera également des moyens. En plus, moi j'ai une totale confiance dans les équipes, en particulier du CSOA. Nous sommes éprouvés à la gestion de crise, donc on saura faire face. C'est rassurant. Merci, mon général. Alors, au niveau des entreprises, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est toujours prêt? On est aussi prêt qu'on peut l'être. Et c'est vrai qu'on a discuté un certain nombre de leviers auparavant. L'intelligence artificielle, les data, le digital et tout ça. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir dire si on est prêt, c'est est-ce qu'on a identifié les risques?
Et est-ce qu'on a des plans pour agir sur ces risques? Et je pense que ça, c'est le vrai sujet. Il y a beaucoup de nos adhérents qui travaillent sur le sujet. On a aussi un groupe de travail à France Supply Chain sur la gestion du risque. Et c'est ça le sujet important. C'est de pouvoir dire qu'on est prêt parce qu'effectivement, il y a des risques. Le monde est incertain, il y a plein de choses qui arrivent. Mais au moins, on a des plans, on a des actions, on travaille ensemble sur la mitigation de ces risques pour en réduire l'impact. Dans certains cas, éliminer le risque si c'est possible, mais dans d'autres cas, pouvoir minimiser les conséquences et être prêt à réagir si le risque est là. Encore une fois, le digital, sujet très important pour l'identification du risque. Je parlais tout à l'heure de la chaîne de valeur avec les fournisseurs de différents rangs. Ça, c'est un autre sujet dans lequel le digital peut aider beaucoup à identifier les risques. Il y a des risques internes aux entreprises aussi, qu'il faut savoir identifier. Certains de nos adhérents travaillent sur le sujet. Et tout ça aussi demande une façon de travailler qui, dans certains cas et dans certaines entreprises, est une nouvelle façon de travailler, qui est le décloisonnement. On a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup travaillé en focalisant sur leur métier. Donc on a la supply chain, on a le procurement, on a la finance, la qualité. Mais le secret et la façon de pouvoir réagir quand il y a des risques, c'est en travaillant ensemble. Le décloisonnement. Dans certaines entreprises, on l'appelle le cross-fonctionnel. Et ça, c'est aussi un sujet très important pour permettre d'agir sur les risques, mais aussi d'avoir la bonne réactivité. Ensemble, on est plus fort. Bon, j'allais vous demander de finir sur une note positive, mais entre monsieur le général qui est confiant et vous qui nous dites qu'ensemble on est plus fort, a priori, on devrait s'en sortir, quoi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Lorraine, merci mon général. Merci. Merci. Alors, les questions. J'arrive. Bonjour, stratégie logistique. J'ai deux questions. Une question pour vous, les deux questions vous concernent, général. La première concerne les jumeaux numériques. Pour simuler un certain nombre de crises, j'aurais voulu savoir si vous utilisez des jumeaux numériques, comment et avec quel outil. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, on constate qu'aujourd'hui, nos armées, le talon d'Achille, ce sont les drones. Et pourtant, ça fait 4 ans qu'on constate que nos talons d'Achille, ce sont les drones. Qu'est-ce qui manque dans la chaîne d'approvisionnement aujourd'hui pour être au top au niveau des drones et avoir une parade pour y répondre? Merci pour vos questions. Pour ce qui est des jumeaux numériques, aujourd'hui, on n'utilise pas de jumeaux numériques. Oui, on s'intéresse au sujet. Oui, on a des contacts avec des développeurs de jumeaux numériques qui nous ont déjà fait des propositions. Notre système d'information logistique, demain, nous permettra notamment de simuler des opérations de déploiement d'ampleur. Donc, ce n'est pas un jumeau numérique, mais c'est quelque chose qui nous permettra globalement de combler une partie du besoin. Aujourd'hui, moi, je m'appuie sur mon équipe de planificateurs, voilà, en qui j'ai toute confiance. Mais évidemment qu'on regarde attentivement ce domaine du développement des jumeaux numériques. Deuxième question sur les drones. Là, sur les drones, on est clairement en dehors de mon domaine de compétences. D'accord ? Si vous m'aviez demandé si on utilise des drones dans le domaine logistique, je vous aurais répondu. Mais là, vous me posez la question sur notre niveau de préparation en termes de dronisation. Je ferai une réponse plus générale. Et une fois de plus, je suis en dehors de mon domaine de compétences. Mais la robotisation, globalement, la robotisation du champ de bataille, c'est un sujet dont les armées se sont emparées avec vigueur. On fait énormément de progrès dans ce domaine. Si je veux faire un lien avec la supply chain ou avec l'aspect logistique, j'ai moi-même, il y a quelques mois, assisté à des démonstrations de robots terrestres utilisés pour la livraison au plus près de la ligne de contact, comme ça se fait en Ukraine. Donc oui, on a l'habitude de dire qu'on est parti avec du retard dans le domaine des drones. Alors ça dépend par rapport à qui, potentiellement par rapport aux Ukrainiens, mais eux étaient dans une situation quand même juste bien différente.
et d'impérieuse nécessité de se développer rapidement. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous comblons l'écart. Et en termes technologiques, après en termes de masse, c'est un peu autre chose, mais en termes technologiques au moins. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, Anne Keriou, Société Uply. Je voulais savoir, le projet européen, est-ce que ça concerne essentiellement de la logistique terrestre ou bien aussi de la logistique maritime, portuaire, etc. etc. Quel est le périmètre ? Alors ça concerne en effet essentiellement la voie de surface, que ce soit effectivement routière, ferrée ou sur les voies navigables. Pour ce qui est des espaces aériens et des espaces maritimes, en tout cas pour les espaces aériens, je suis plus dans mon domaine, dans ma zone de confort. Le ciel unique est déjà réalisé depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas de l'espace terrestre unique. Voilà. Alors, ceci étant dit, pour ce qui est de la mobilité aérienne et maritime, les efforts apportés seront en termes d'infrastructure. Voilà. Sur les ports notamment. Et un certain nombre de projets particuliers sont identifiés et sont priorisés justement au niveau européen. Un certain nombre de fonds sont également identifiés pour financer des mises à niveau et des chantiers pour rendre cette infrastructure, qui d'ailleurs par essence est duale, plus résiliente, plus opérationnelle et mieux adaptée au matériel aujourd'hui déployé par les armées françaises ou étrangères, matériel terrestre notamment, qui sont plus lourds, plus volumineux que la génération précédente. Donc ça peut poser des problèmes. Là, je dézoome par rapport au port, mais par rapport à un tunnel, par rapport à un pont, il faut que ça passe tout simplement. Merci. Bonjour, Jean-Luc Rognon, Supply Chain Magazine. J'ai une question pour vous deux, en fait. Puisqu'on a abordé le sujet des échanges entre le monde civil et militaire sur la résilience, quels seraient, l'un et l'autre, quels seraient les points forts que vous voyez à la fois justement sur des supply chains? Alors on ne parle pas forcément que des prestataires, là, parce que c'est vrai que le monde militaire s'appuie sur aussi justement des prestataires. On parle aussi des entreprises. Mais quels seraient les points forts à apporter au monde militaire sur le côté? Est-ce que c'est la technologie, par exemple? Et je me posais la question sur le monde militaire. On parlait tout à l'heure de cellules de crise, de désilotisation, je ne sais plus comment on dit. Voilà. Est-ce que en termes d'organisation, décloisonnement. En termes d'organisation, est-ce que le monde militaire a quelque chose aussi peut-être à apprendre? Vous disiez tout à l'heure, mon général, que justement en période de crise, il y a une phase d'improvisation au sens noble du terme, mais voilà, il faut pouvoir la gérer. Est-ce que l'organisation militaire peut apporter des choses aussi justement à des entreprises de la supply chain civile? Merci de la question. Donc, je pense qu'effectivement, ça va dans les deux sens. Je pense que déjà aujourd'hui, l'armée bénéficie d'un certain nombre de solutions technologiques qui viennent des entreprises. On parlait de la zone du Moyen-Orient. Il faut le dire, il y a certains pays qui sont assez développés dans ces sujets-là, notamment sur la cybersécurité. Donc ça, c'est un apport important, je pense, pour l'armée. Il y a aussi peut-être un certain nombre de façon de faire, de savoir-faire sur la gestion d'une supply chain qui pourrait être apportée aussi aux armées. Donc ça, c'est la discussion qu'on va avoir avec France Supply Chain, j'imagine, et l'armée dans les jours à venir, je l'espère. Et puis de la même façon, au niveau des entreprises, je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi de l'armée. Alors aujourd'hui, on fait plus service militaire. Moi, je l'ai fait et j'ai appris énormément de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de bienfaits. Déjà, dans la discipline, il faut le dire. C'est souvent, on constate dans les entreprises, surtout en fonction des différentes cultures, je ne parle pas que des entreprises françaises, que peut-être la discipline n'est pas toujours là. On définit des process, des façons de faire, puis après, surtout en France, ça c'est assez prégnant, on aime bien essayer de voir comment contourner un peu les règles, et je pense que la discipline c'est quelque chose d'important, notamment
quand il y a des situations de crise, parce que c'est important de focaliser, que les gens travaillent bien ensemble dans la bonne direction, qu'on ne laisse pas de trous dans l'ensemble, et que justement, je parlais des risques tout à l'heure, qu'on adresse bien l'ensemble des risques. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les échanges entre les deux mondes qui, de toute façon, déjà coopèrent beaucoup ensemble. Alors moi, ce que j'observe, c'est que les entreprises avec lesquelles on travaille sont déjà très opérationnelles, ont déjà l'habitude de la gestion de crise, hein, que ce soit des grandes entreprises ou des petites entreprises dans le domaine du transport, de la logistique, des acheminements, ça fait partie de l'ADN de ces entreprises. On a évidemment à apprendre également de ces entreprises qui ont un savoir-faire développé et qui a été amené à maturité sur de longues années. Moi, j'ai le sentiment, vu de ma position, que ce que nous pourrions apporter, c'est peut-être dans le domaine de la sécurité, des échanges, des informations sur la protection, sur la discipline de la protection. Alors, je vais restreindre le domaine de la discipline à celle des échanges et de la communication et de l'échange de données sur lesquels on doit collectivement travailler, toujours dans cette approche un peu militaire de commande et de contrôle de cette capacité. Comment est-ce qu'on transmet nos besoins de manière sécurisée? Comment est-ce qu'ils sont traités de manière sécurisée? Comment est-ce qu'on échange? Comment est-ce qu'on s'adapte? Comment est-ce qu'on conduit la manœuvre lorsque c'est nécessaire? Et je pense que c'est pas tant dans les mentalités que peut-être dans les outils même, parce que nous on le voit au quotidien. Les entreprises sur lesquelles on s'appuie sont extrêmement réactives et ont une culture de la gestion de crise pour la plupart extrêmement développée. Bon, en tant que maîtresse du temps, je suis contre. Allez, une dernière. On fait une dernière. On va me faire taper sur les doigts. Merci. Je voulais juste savoir si vous pouvez nous préciser un petit peu quels sont vos critères de sélection finalement des entreprises civiles avec lesquelles vous fonctionnez. Est-ce qu'il y a un critère de nationalité? Est-ce qu'il y a des revues de vulnérabilité, par exemple, avant de les sélectionner? Enfin, comment ça se passe un petit peu? Alors, c'est un processus que nous menons donc avec la plateforme Affrètement Transport, comme je le disais tout à l'heure, et on établit un cahier des charges qui peut effectivement, en fonction du type, je dirais, d'acheminement que l'on souhaite contractualiser, couvrir tout ou partie, ou même aller au-delà des points que vous avez évoqués. Évidemment qu'il y a un besoin. Les besoins que vous avez évoqués sont évidemment prégnants. Le besoin de réactivité et de solidité, je dirais, de pouvoir répondre à la demande. Moi, en tant que responsable des déploiements et des chaînes de soutien pour les armées françaises, recevoir un dédommagement si le service n'est pas faire payer des pénalités, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la mission soit réalisée. Donc, ce dont on a besoin, ce sont d'entreprises robustes et en mesure de faire face à l'ensemble de leurs responsabilités vis-à-vis des armées et du ministère des Armées. L'appel est lancé. Donc, comme je le disais, je suis contrainte de mettre fin à cet échange. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, si vous avez des questions, ils sont à vous. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Listen.